presentes. Nós vamos apresentar o Dr. Ignácio, vamos ser os moderadores do painel 3, Direito Internacional e Sistemas de Justiça. Queremos agradecer ao Iberojur por este convite, não é? Por este convite especial, digamos assim, mais uma vez. E vamos passar já digamos, à apresentação dos palestrantes. Temos a Dora Reisende Alves e Angélica Lima, da Universidade Portuguesa de Portugal, por favor. Com o tema reenvio judicial e particular em Gaza, entre a lógica jurídica e a proteção humanitária e direito internacional. O processo C-563/2022 do Tribunal de Justiça da União Europeia. A palavra é vossa. Fala assim? Fala assim? Fala. Seja por isso. Eu é que estava a ficar com o microfone. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, em especial aos senhores moderadores, que gosto de conhecer, e, como sempre, um cumprimento muito especial ali para o nosso professor Fábio, sem o qual não estaríamos aqui repetidamente, sem o qual não exploraríamos muitos temas que temos aqui trazido e com um sublinhar desta organização fantástica que ele consegue reunir com as suas colaboradoras eficazes, porque tenho dito isto, mas gosto de dizer, porque ele faz, cumpre e cumpre os prazos, o que, tenho a dizer, é fantástico. Porque tenho coisas penduradas há anos e que não acontecem. E o professor Fábio faz acontecer. E isto ajuda-nos porque rapidamente temos os resultados, rapidamente temos também a possibilidade, e outro fator, de consultar publicadas as comunicações que nos ajudam a partilhar e do nosso lado, e a consultar e usar os trabalhos que nos interessam. E digo isto aqui porque, digo eu, o nosso caso talvez seja um bocadinho complicado de ficar totalmente explícito sem o recurso aos documentos, sem a indicação do caso específico. E a publicação, que será, obviamente, em breve, vai permitir a quem estiver interessado no tema ir rapidamente à situação. E qual é a situação? O título em si também é um bocadinho complicado e, para quem não esteja tão elucidado, enganador. Porque, quer dizer, então misturamos aqui o reenvio e o direito internacional, assim, com ligeireza. Pronto, esperamos nós que não seja com ligeireza, mas sim, misturamos. E misturamos porque fomos escolher então um caso ainda recente, de uma situação concreta, que tem origem, alguns em 2018, de facto, na cidade de Gaza, longe, não é, do direito da União Europeia, mas que, por vicissitudes que não conseguimos aqui explicar totalmente, vem então uma mãe e uma filha parar à Bulgária. Portanto, palestinianas, apátridas, que pedem então o apoio necessário à sua situação internacional, com base em documentos do direito internacional, mas também do direito da União Europeia. E esses pedidos de proteção internacional são, um primeiro pedido é indeferido e, havendo lugar a recursos internos, a decisão é definitiva, e há um segundo pedido subsequente que, num tribunal administrativo da Bulgária, leva então a uma situação de pedido de interpretação do direito da União Europeia por parte do juiz administrativo búlgaro. Um pedido de interpretação que diz respeito a normas de duas diretivas,
a chamada diretiva qualificação e diretiva procedimento, lá está, depois no texto fica mais fácil de identificar a de documentação, mas que tem a ver então com o sistema do direito da União Europeia relativo à proteção internacional, e que o juiz búlgaro pensa que necessita de algum apoio na sua interpretação, pelo que leva a situação ao Tribunal de Justiça da União Europeia. E o processo lá corre, não vamos aqui complicar, corre no Tribunal de Justiça, para os mais novinhos, no Tribunal de Justiça da União Europeia, mas na jurisdição que é o Tribunal de Justiça. E alguns outros diriam, pois claro, se é uma situação de reenvio, não, já não é claro. Desde agosto já não é tão claro assim, porque houve um alargar da competência ao Tribunal Geral também. Nunca caberia nesta situação, mas a questão já não é tão simples assim por si. O curioso é que há aqui um atender às situações de direito internacional e é o próprio advogado-geral que remete para a situação que piorou na faixa de Gaza e ele próprio diz, apesar dos factos serem anteriores, nós vamos ter que olhar para o que está a acontecer na situação internacional hoje e ter isso em consideração. Mas agora essa parte passa aqui para a minha fonte. Olá, boa tarde. Eu vou passar a parte dos agradecimentos dos anos da doutora Dora e então eu só peço que tenham atenção que este período entra em 2022, ou seja, a situação que é reportada aqui é referente a 2022 e não ao que se passa atualmente na faixa de Gaza. Então, como aqui a doutora Dora referiu e bem, foi o Tribunal Búlgaro que mandou para o Tribunal de Justiça um pedido que falava sobre a cessação da proteção da Agência das Nações Unidas para o Médio Oriente e qual era a consequência quando essa proteção cessou, qual era a consequência sobre o Estatuto de Refugiado. Ou seja, basicamente, e como a doutora Dora referiu, nós queremos expor que, embora nasça do artigo 267 do Tribunal do TFUE, o caso vai transcender a diretivas europeias e vai convocar e muito o direito internacional humanitário e o direito dos refugiados, que cada vez mais na Europa se começa a tratar. Neste processo, pergunta-se, então, se quando a Organização das Nações Unidas é obrigada a abandonar Gaza por falta de pessoas, por falta de segurança, por falta de fundos, se isto deixa de ser uma proteção ipso facto às pessoas, ou seja, se obriga o estatuto de refugiado, ou se, e continuamos a tê-lo, este estatuto de refugiado, ou se vamos ter que passar a uma proteção subsidiária frente ao risco de tratamento desumano que existia na altura. Qual é o contexto? Ora bem, Israel, desde, como todos nós sabemos, mesmo finais de 31 de dezembro de 47, faz a Nakba, primeiro grande ataque à Palestina, e desde aí tem existido bastante bloqueio da ajuda humanitária. E este bloqueio sujeita a população à fome, à sede, principalmente a crianças e a idosos. Relembro que, tirando esta semana, que Israel já deixou entrar alguns caminhões de ajuda humanitária, tivemos mais de 60 dias em que foi proibido entrar qualquer ajuda humanitária. Isto começa a fazer uma colapsação dos serviços essenciais para as populações. Tal como foi aqui referido de manhã, a Convenção de Genebra e o Estatuto de Roma proíbem o uso da fome como um método de guerra. Mas estas barreiras, que continuam a persistir até aos dias de hoje, estão a configurar um extermínio lento da população palestiniana. E isto é falado neste processo. E o que é que une o reenvio judicial e Gaza? É uma necessidade que cada vez mais nós vamos tendo,
de articular o direito da União Europeia com os princípios transversais do direito internacional humanitário, deixar de haver uma separação de áreas. O Tribunal de Justiça, ao interpretar uma série de diretivas, principalmente relacionadas com refugiados, deve começar a garantir que não há um vazio jurídico que vai penalizar estas populações que são tão vulneráveis. Nós trazemos aqui algumas propostas, que vamos explicá-las melhor no nosso artigo, que são um fast track humanitário para decisões prejudiciais em contextos críticos, ou seja, quando há um pedido ao Tribunal de Justiça, ser algo mais rápido. A inclusão de cláusulas de exceção nas diretivas de asilo. Isto é importantíssimo. Uma formalização de parcerias entre a União Europeia e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados de Gaza e uma supervisão independente das zonas bloqueadas. Temos que ter alguém independente a supervisionar. E assim nós vamos conseguir usar a rigidez processual com a flexibilidade humanitária. Em conclusão, e muito rápido, nós verificamos que esta decisão do Tribunal de Justiça é uma ponte entre a jurisdição europeia e as obrigações humanitárias universais, que nos dias de hoje começam a estar um bocadinho afetadas e começamos a deixar de pensar nelas. Mas que apenas cumprirá o seu potencial se houver uma sintonia prática entre a rapidez dos tribunais e o imperativo de salvar vidas. Não podemos continuar a deixar que estes processos corram o tempo que normalmente correm no Tribunal de Justiça, porque são vidas que estão em causa. E deixamos aqui uma sugestão de futuras pesquisas que devem avaliar outros casos compatíveis para consolidar os modelos integrados. Penso que cumprimos o tempo em 10 minutos e muito obrigada a todos. Muito obrigada, senhora doutora. Passamos ao próximo, digamos, grupo de apresentação. Rafael Pinheiro Camelo e Tiago Oliveira Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte do Brasil, por favor. Vão apresentar o tema, ainda estão aqui, estándares da Corte Interamericana sobre o desaparecimento forçado de pessoas e sua possível aplicação no Supremo Tribunal Federal. A palavra é vossa. Olá, boa tarde. Como apresentado, eu me chamo Rafael Pinheiro Camelo, sou estudante de licenciatura em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente estou fazendo mobilidade acadêmica na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Sou também bacharel em Relações Internacionais e fiz esse trabalho em parceria em coautoria com o professor Dr. Tiago Oliveira Moreira, a quem eu expresso minha gratidão pelas orientações e por todo o incentivo a essa pesquisa, que está acompanhando remotamente de Natal, nossa cidade. E como já é exposto, a limitação da nossa problemática é justamente observar a relutância do judiciário brasileiro em reconhecer a problemática do desaparecimento forçado de pessoas, que não é tipificado como propriamente um tipo autônomo de crime, e existe uma relutância judiciária em observar as decisões da Corte que trazem o entendimento de que o desaparecimento forçado de pessoas é um crime continuado, pluriofensivo, que é imprescritível, e tudo isso que a gente vai trazer agora, aqui na apresentação do nosso trabalho, e a gente aproveitou, eu e o professor Tiago, o momento justamente de repercussão do filme Ainda Estou Aqui, que traz o caso do desaparecimento forçado que ocorreu durante o período da ditadura, e além disso também, no ano passado, 2024, o Brasil recebeu 2 novas condenações, não mais por situações da época da ditadura, mas sim por situações ocorridas já na redemocratização. Então, mostra a premência e a urgência de que seja observada essa temática pelo judiciário brasileiro de forma proativa. A problemática é justamente observar a recente repercussão dessa temática, evidenciar a premissa da aplicação dos estándares da Corte, e com objetivos específicos que vai trilhar a apresentação. Primeiramente, é justamente descrever o contexto brasileiro dessa prática. Depois, observar a recente repercussão midiática em torno do filme Ainda Estou Aqui, e por fim, elencar os principais estándares da Corte e trazer ao caso do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Sobre a persistência do desaparecimento forçado de pessoas no Brasil, primeiro, a se ressaltar que
como autores especializados na área de direito internacional de direitos humanos já expõem na literatura exposto que essa prática se iniciou, foi impulsionada durante o regime totalitário nazista, que era como um instrumento de silenciamento e repressão de opositores políticos, e durante na América Latina, durante o período de militarização da região, foi utilizado como um método de desculpabilização do Estado, uma forma de esconder corpos desaparecidos políticos e uma forma de mostrar uma visão moderada, que o governo mantinha a coesão social da sociedade. E isso foi impulsionado pelo regime militar brasileiro. Foi todo nesse contexto que se chegou no Brasil, um contexto de desaparecimento forçado de pessoas. E durante a transição democrática, por conta da lei de anistia, que anistiou crimes políticos cometidos durante 1961 a 1979, não houve uma efetiva punição dos responsáveis por desaparecimentos forçados. Então, não se livrou das amarras do autoritarismo e, em um contexto de reorganização governamental, se manteve ainda uma conjuntura de violência urbana e violência institucional, transladando agora do desaparecimento da perseguição aos opositores políticos para uma violência policial ainda escondida nessa questão de esconder corpos sob uma prática autoritária ainda policial. Como estatística, a gente traz no nosso trabalho, foram registrados apenas no ano de 2023 80.000 boletins de ocorrência de desaparecidos. E até isso é problemático porque não existe uma própria categorização na polícia sobre esses dados. Então, mistura dados de desaparecimentos voluntários, desaparecimentos forçados, no Brasil existe provavelmente uma carência de dados e de estatísticas. Ainda no contexto do filme Estou Aqui, é muito relevante observar a sensibilidade trazida no filme, que trouxe uma aproximação do público à realidade prática do que acontece no país sobre o desaparecimento forçado, como aquela família se sentiu em relação ao ocorrido, as incertezas, o vazio que fica sem saber onde está o corpo. No filme é até mostrado como ela vê a certidão de óbito como uma forma de alívio, mas isso depois de 30 anos de luta, e ainda é um alívio com muitas incertezas. E dando prosseguimento, qual seria propriamente os estándares? Os estándares seriam padrões interpretativos estabelecidos pela Corte para que haja a proscrição dos desaparecimentos forçados de pessoas, que é propriamente uma violação múltipla e contínua, ou seja, ela perdura enquanto não se encontra o corpo, enquanto não se tem notícia de onde está aquele indivíduo. Tem um caráter de jus cogens do combate e atos que são propriamente imprescritíveis e não pode ser objeto de anistia. Ora, se não se tem o fim do resultado, não pode ter um prazo prescricional, não pode se ter um objeto de anistia, já que o crime continua se perdurando. E, além disso, também a Corte estabeleceu a inversão do ônus da prova. O Estado, já que esteve envolvido naquela questão, se tem indício de que ele estava envolvido, presunções, ele tem o ônus da prova de investigar e fazer punir. E nisso tem as condenações sofridas pelo Brasil, que pode se dividir em 2 ciclos. O primeiro ciclo foi o caso do Golpes Mundi, ainda em 2010, que naquela época o Brasil não tinha nem aderido à Convenção Interamericana de Desaparecimento Forçado de Pessoas, contra o desaparecimento forçado de pessoas, e já foi reconhecido, foi feito um mandato de criminalização para que o Brasil tipificasse como um delito autônomo. O Brasil não tipificou, e nesse caso era justamente sobre a guerrilha da Araguaia, sobre a questão ditatorial, e recentemente, em 2024, no caso Leite Souza e caso Lula da Silva, se observou justamente uma persistência durante o período de redemocratização. Escancarou que a ausência de uma punição manteve, uma ausência de procedimento de não repetição se manteve e que o Brasil precisa fazer essa simplificação. Então, se chega justamente a observar o necessário impacto ao STF, caminhos para essa aplicação. E é importante ver que o STF já vem se manifestado em relação a isso. Em dezembro de 2024, o ministro Edson Fachin, que é atual vice-presidente da Corte, ele fez um reconhecimento da recente condenação que o Brasil tinha sofrido, nesse caso, Leite Souza, comentou justamente como é uma questão legítima e alarmante, fez um discurso de combate ao abuso de poder, observou as propostas de tipificação, então legitimou a questão dentro do próprio STF. Recentemente, o ministro Flávio Dino reconheceu uma repercussão geral, no caso, do que o STF vai analisar a lei de anistia
justamente sobre questões envolvendo desaparecimento forçado na época da ditadura. Embora tenha tido reconhecimento em 2010 pelo STF que a lei de anistia é válida, mas ficou uma omissão em relação a crimes permanentes. Se a Corte reconhece como um crime permanente, então ela tem que reconhecer o caráter prescritivo e de não anistia para esses casos. E a repercussão do filme Ainda Estou Aqui trouxe todo um funcionamento sobre isso. Inclusive, o ministro Fábio Dino, ele comentou sobre isso no seu acordo, comentou de que a comoção popular sobre a questão, e agora é justamente o momento para observar isso. Para tanto, eu e o professor Tiago trouxemos algumas teses no nosso trabalho de que o STF, ele deve, para fazer cumprir as decisões da Corte, ele deve declarar fora legislativa do Congresso Nacional quanto à tipificação da prática de desaparecimento forçado, de forma a pressionar a atividade legislativa e estipular um prazo para que tipifique sobre a questão no Código Penal brasileiro. E isso existe até um projeto de lei, o MPF já soltou, o Ministério Público Federal soltou uma nota técnica como uma forma de autorizar, de incentivar o Senado Federal a tirar aquele projeto que está parado desde 2014. E, de forma dialógica, enquanto isso não acontece, é importante que o STF aplique outros, seja o crime de sequestro ou ocupação de cadáver, como crime permanente e faça uma aplicação dialógica. E, além disso, há de se reforçar a responsabilização do Estado na seara civil, com indenizações aos familiares, uma forma de reparação pelo ocorrido e aquela questão de não se encontrar aqueles corpos. Bom, e chegando às nossas considerações finais, observar justamente a premência, a urgência que o STF aprecia essa natureza e aproveitar essa conjuntura política, essa conjuntura social de mobilização popular, mobilização midiática sobre a questão para que o próprio judiciário brasileiro seja mais proativo na questão e não se deixe as decisões da Corte ficarem paralisadas sem aplicação dos estándares. Por fim, agradeço imensamente ao evento pela oportunidade de estar aqui, meus colegas, amigos que vieram aqui me prestigiar, meus amigos e familiares online e, novamente, ao professor Tiago por todo o incentivo e orientação. Obrigado. Buenas tardes. Estaré aquí. Disculpas en primer lugar pelo invitado portugués. Se o portugués limitado, como francés, Merci. Entón, eu vou dar paso ao seguinte, que presente a súa pesquisa, o seu traballo personalmente. A non acudir, non sei se o ben. Cando... Não está. Bonjour. C'est à moi normalement. Ok. Pode falar agora. Vous pouvez parler si vous voulez. Vous pouvez en parler. Oui. Oui. Bonjour, donc je peux commencer? Je peux commencer? C'est bien, merci. Ok. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence. Je suis très ravi donc de participer avec vous, même si c'est en mode distanciel. Mais j'espère, Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera en présentiel. Donc, je voudrais aujourd'hui évoquer un conflit qui a conditionné et structuré les relations internationales dans la région de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Nord-Ouest. C'est le différend autour du territoire qu'on appelle au niveau des Nations Unies le Sahara occidental, voilà, ou ex-Sahara espagnol.
Au Maroc, on appelle les provinces du Sud, bien sûr. Bien sûr, ce territoire, il est inscrit à l'agenda des Nations Unies depuis 1963. Donc, c'est l'un des plus anciens conflits territoriaux non résolus aujourd'hui. Il s'agit d'un conflit qui est à la fois anachronique et chronophage. Anachronique parce que il est né dans un contexte de décolonisation et chronophage parce qu'il a consommé beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie et il n'a cessé de structurer la configuration géopolitique de la région du nord-ouest africain. Malgré des décennies de médiation et des dizaines de résolutions onusiennes, aucune solution politique durable n'a pu émerger. Au-delà de la seule confrontation diplomatique entre les parties directement impliquées, ce conflit s'inscrit dans le cadre des difficultés structurelles ayant marqué la construction des États-nations au Maghreb. Donc le Sahara dit occidental se situe au croisement des trajectoires inachevées de la décolonisation espagnole, des incertitudes frontalières post-indépendance et des rivalités, bien sûr, idéologiques ayant opposé les régimes politiques du Maroc, de l'État algérien naissant et, dans une moindre mesure, également la Mauritanie. Ces rivalités ont profondément influencé la perception des enjeux de souveraineté, d'identité nationale et de légitimité historique dans la région. Donc ce blocage, il y a un blocage, et on peut le constater bien sûr, qui dure depuis des décennies. Donc il est persistant, reflète donc les limites du système international à résoudre pacifiquement des différends complexes dans un contexte de recomposition géopolitique mondiale. Il met aussi en lumière l'incapacité des mécanismes multilatéraux à prendre en compte les spécificités régionales et les héritages coloniaux non résolus, perpétuant ainsi une instabilité chronique au sein de l'espace maghrébin. Et un grand auteur américain qui s'intéressait, je crois qu'il est décédé aujourd'hui, à la région enfin, du Maghreb, s'appelle William Zartman. William Zartman, il avait estimé que le conflit du Sahara est lié à l'évolution d'une triple logique. Tout d'abord, la lutte historique du Maroc pour recouvrer son unité territoriale, son intégrité territoriale et recouvrer le Maroc historique en quelque sorte. Également la lutte, plutôt la rivalité algéro-marocaine qui est née à partir de l'indépendance algérienne et qui a des ramifications historiques, bien sûr, et identitaires très, très importantes. Et, bien sûr, les efforts des habitants du désert, on peut dire la Mauritanie actuelle, etc., à trouver des formes politiques adaptées au désert. On essaiera de décortiquer lors de cette intervention donc les principaux facteurs amenant au caractère, on peut dire, inextricable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver une solution de ce conflit international. Premier point, donc en deux points. Le premier point, c'est l'incapacité, on va parler du système multilatéral. Et dans ce cadre, comme je l'ai dit, le conflit du Sahara occidental, c'est l'un des conflits les plus anciens au monde. Il a été posé en termes de décolonisation depuis 1963. D'ailleurs, c'est le Maroc qui l'a inscrit, qui a demandé son inscription. Et il avait été inscrit en tant que territoire non autonome, non-self-governing territory, sous la dénomination du Sahara espagnol. Depuis 1976, il s'est transformé en un conflit armé durant une quinzaine d'années. C'est un conflit armé. Et après, troisième étape, il y avait un cessez-le-feu, donc entre 91 et à peu près 2021. Il y avait donc les efforts, donc tout un processus onusien pour résoudre le conflit. Depuis 3 ou 4 ans, bien sûr, le cessez-le-feu n'est plus en vigueur. Il y a des hostilités, mais qui sont bien sûr très, très, très limitées. Donc cette inertie ne peut être comprise sans référence au rôle historique joué par le nationalisme marocain, moteur de la revendication territoriale et clé de lecture des positions, bien sûr, adoptées par le Royaume. Dès l'indépendance, donc, la question du parachèvement de l'intégrité territoriale est devenue un pilier politique et idéologique du pouvoir marocain, contribuant à la légitimation, on peut dire, de la monarchie et la consolidation de l'unité nationale. Le Sahara ainsi était élevé au rang de cause, entre guillemets, sacrée, autour de laquelle s'est structuré un consensus politique et populaire. Et la question de l'intégrité territoriale, et plus particulièrement la question du Sahara, assure, on peut dire, ce lien avec la spécificité historique marocaine, la continuité historique marocaine, et on peut dire un additif de la continuité monarchique et dynastique. Le droit public marocain, il demeure
quelques parties, si vous voulez, inspirées en partie donc des grands principes du droit public musulman, dont la légitimité du pouvoir est basée sur le concept de l'allégeance, en arabe le bay'a. L'allégeance, il s'agit d'un lien personnel entre le sultan et les sujets. Voilà, ce lien n'est pas nécessairement territorialisé, il est déterritorialisé, pardon, et a un caractère également profondément religieux, puisqu'il est inspiré de la pratique des premières années de l'islam. Donc, dans cette perspective, la question du Sahara constitue toujours le prisme, et le mot a été utilisé par le souverain, par le roi, Mohamed VI. La question du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc conçoit ses relations internationales. Donc cette posture conjuguée avec la rivalité avec le voisin algérien nourrit bien sûr donc le voisin algérien qui nourrit des visions concurrentes donc de l'ordre régional a largement bloqué les dynamiques de résolution multilatérale. Le système des Nations Unies s'est révélé incapable aussi de surmonter les antagonismes entre les parties. De plus, les divisions entre membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que la lecture idéologique du conflit hérité de la guerre froide ont contribué un peu à fossiliser le débat. Le Sahara, donc, apparaît dès lors comme un symptôme d'un multilatéralisme en crise, incapable de répondre à des conflits où se superposent logiques identitaires, enjeux de souveraineté, rivalité régionale et blocages géopolitiques globaux. Une refonte des cadres d'action internationaux semble aujourd'hui, bien sûr, nécessaire, intégrant davantage les spécificités régionales, les spécificités culturelles et historiques des conflits. Et donc, cette incapacité du multilatéralisme à imposer une solution du conflit a survécu, on peut dire. Elle a résisté, si vous voulez, aux mutations de la conjoncture internationale. Ainsi, durant la guerre froide, le jeu de l'équilibre a fait que cette question s'est un peu liée ou arrimée à la logique d'affrontement entre les alliés du Maroc à l'époque et les alliés de l'Algérie, notamment parmi les pays non alignés. Et l'OUA, c'est l'Organisation de l'Unité africaine, si vous voulez, c'est l'ancêtre de l'Union africaine. Donc l'Organisation de l'Unité africaine était devenue entre les années 70 et 80 le cadre principal de la recherche de solutions. D'ailleurs, entre guillemets, la République créée par le Polisario, la prétendue République, a pu devenir membre de cette organisation, mais la diplomatie marocaine a pu néanmoins neutraliser cette organisation et a renvoyé la question à partir de la fin des années 80 au cadre de l'ONU. Et aujourd'hui, le projet des Nations Unies n'arrive pas à mettre fin à ce caractère inextricable, malgré les gains diplomatiques enregistrés par le Maroc ces dernières années. Deuxième point, donc, c'est l'incapacité du droit international à mettre en place une solution définitive. Donc, au-delà de l'inefficacité institutionnelle, le conflit révèle une crise plus profonde, c'est du droit international lui-même. Cette tension autour des principes du droit international a accompagné même la naissance du conflit dès son début. L'un des aspects les plus flagrants de cette distorsion et on peut dire la territorialité, la territoriality du principe de l'autodétermination. Donc, lié à la vocation européenne du droit international classique. Donc, le droit international classique, il est, on peut dire, d'inspiration européenne. Et l'histoire de l'Europe aussi, il y avait ce lien qui était territorial. On a un lien avec un territoire. La souveraineté est basée sur le territoire et non pas sur le lien personnel. Le, euh, le Maroc fait prévaloir à l'époque ces titres juridiques, ce qu'on appelle les titres juridiques, à travers les liens à caractère personnel. C'est surtout la BA, c'est avec les tribus du territoire. Donc, les principes de l'autodétermination et de l'intégrité territoriale donc, ils ont été mobilisés de manière concurrente, parfois instrumentalisés, donc, et le cas du Sahara pose ainsi la question de la résilience du droit international dans un monde fragmenté où les normes peinent à produire des effets contraignants face aux réalités géopolitiques. Il invite à repenser les mécanismes de légitimation, d'interprétation et d'adaptation du droit international aux enjeux du Global South, du Sud global. L'une des difficultés majeures dans le traitement juridique international de la question du Sahara réside dans la divergence profonde entre la conception marocaine traditionnelle du pouvoir et les fondements normatifs du droit international contemporain.
Donc le Maroc précolonial, avant les colonisations, ne s'est pas construit sur une base étatique moderne définie par des frontières fixes et un territoire strictement délimité, mais sur une logique d'allégeance personnelle au sultan, à travers le système ce que j'ai dit tout à l'heure, la Bay'a. Et dans cette configuration, l'exercice du pouvoir s'effectuait selon une logique segmentaire, souvent décrite par la dichotomie. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du Maroc le savent, Bled el-Makhzen, Bled Siba, c'est-à-dire que Bled el-Makhzen, c'est le territoire où l'autorité à la fois religieuse et temporelle du sultan est reconnue, mais le Bled Siba, c'est le territoire où l'autorité temporelle du sultan n'est pas reconnue. Par contre, son autorité spirituelle et religieuse est reconnue et la prière se fait en son nom. Et donc, le pouvoir du sultan, donc reconnu même dans les régions où son autorité administrative directe était fluctuante, ce qui est manifeste dans les zones périphériques telles que les deux composantes de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara occidental ou Sahara marocain, c'est Saguiya al-Hamra et Rio de Oro. Et la souveraineté dans cette conception n'était pas territoriale au sens strict, mais personnelle et religieuse, ancrée dans la légitimité, bien sûr, historique, le charisme religieux et la reconnaissance symbolique par les tribus. Cette logique s'oppose directement, bien sûr, au principe du droit international classique, élaboré en Europe et fondé sur l'État-nation moderne, la souveraineté territoriale exclusive et des frontières fixes issues, ce qu'on appelle du jus publicum europeum. Le droit de la décolonisation, tel qu'institutionnalisé au sein de l'ONU à partir des années 60, repose lui aussi sur ses bases territoriales, rigides. Il identifie des unités territoriales colonisées devant exercer un droit à l'autodétermination selon une grille de lecture eurocentrée. Lorsque la CIJ, la Cour internationale de justice, a reconnu en 1975 donc l'existence de liens juridiques d'allégeance entre certaines tribus sahraouis et le sultan du Maroc, elle a implicitement reconnu une forme non territoriale de la souveraineté. Pourtant, cette reconnaissance n'a pas été suffisante pour remettre en cause l'application du paradigme. Donc, ça, on le verra bien sûr plus loin. Donc, cette divergence théorique et historique constitue l'un des nœuds, on peut dire, du blocage juridique dans le conflit du Sahara. Elle révèle aussi la capacité du droit international à intégrer des conceptions juridiques endogènes, notamment celles héritées des trajectoires impériales ou précoloniales non européennes, comme le cas du Maroc. Vous savez, le Maroc s'appelait avant la colonisation, c'est l'Empire chérifien. On l'appelait pas le Maroc, mais l'Empire chérifien. Donc la phase de décolonisation dans un contexte de guerre froide, caractérisé entre autres par l'émergence du tiers-mondisme, de non-alignement, etc. Donc cette phase a vu l'émergence dans le droit international, donc du paradigme basé sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un paradigme, si vous voulez. Et un autre principe également a émergé, qui était le principe, notamment en Afrique, de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc l'émergence du droit de la décolonisation apporté par les États nouvellement indépendants s'est arrimé à l'essence même du droit international classique basé sur la notion de souveraineté territoriale et la souveraineté ici basée sur un contrôle effectif, de facto effectif, d'un territoire donné. L'illustration parfaite, donc, c'est l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice en 1975 à la demande de l'Assemblée générale des Nations unies et qui constitue une étape décisive dans la juridisation, pardon, du conflit. Sollicité pour clarifier le statut du territoire, il y avait donc l'Assemblée générale a posé deux questions au juge. Est-ce que le Sahara occidental était, au moment de sa colonisation par l'Espagne, un terra nullus, territoire sans maître? Et quels étaient les liens juridiques entre ce territoire et le royaume du Maroc et l'entité mauritanienne? Donc, sur le premier point, donc, la réponse était négative. Non, le Sahara n'était pas un terra nullus. Le territoire était habité par des populations organisées politiquement et socialement, en capacité d'entretenir des relations juridiques. Sur le second point, la Cour internationale de justice reconnaît que des liens juridiques d'allégeance existaient entre certaines tribus sahraouis et le sultan du Maroc, soulignant que ces liens revêtaient une dimension politique et religieuse significative, mais, et c'est là l'ambiguïté de la vie, la Cour précise expressément que ces liens ne sont pas de nature à établir une souveraineté territoriale ni à remettre en cause l'application du principe de l'autodétermination. Donc cette distinction, je vais finir dans juste trois paragraphes, donc témoigne de la volonté donc prudente de la CIJ de prendre en compte les spécificités historiques et culturelles de la souveraineté marocaine fondée sur le lien personnel d'allégeance, qu'on appelle BA,
sans pour autant bouleverser le cadre normatif du droit de la décolonisation basé sur des critères territoriaux hérités de la tradition, bien sûr, européenne. Cet avis illustre donc le décalage profond entre les représentations locales de l'autorité politique et les normes positivistes dominantes du droit international. À l'heure actuelle, le projet marocain d'autonomie a donné un véritable élan, et je vais finir sur ça, a donné un véritable élan à la recherche d'une solution définitive basée sur le droit international. Euh, En effet, suite au constat de l'impossibilité d'organisation d'un référendum, ce qu'on a constaté d'autodétermination selon les normes de l'ONU, le projet marocain d'autonomie se présente comme une initiative porteuse de solutions mettant fin à ce décalage. Il y a une prise en compte des spécificités du territoire et sa population, une prise en compte des liens historiques renouvelés avec le Maroc, une prise en compte des fondements du droit de la décolonisation, à savoir le principe de l'autodétermination, puisque l'initiative marocaine prévoit, dans l'un de ses points, l'organisation d'une consultation référendaire ratifiant l'expérience de l'autonomie. Voilà, je vous remercie pour le temps que vous m'avez donné et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Ahora vamos con lo siguiente, el último del día, que será Nur. Está online. Sim, sim, eles estão online. De acuerdo. Não, calma. Ah, sim. Nur Ahmed Pila. Entendido, para evitar problemas con Excusez-moi. À ver si le digo. Excusez-moi, on n'écoutait pas. Je ne sais pas si vous pouvez régler. Régler, non? Ok. Excusez-moi, docteur, il n'y a pas, on n'écoute pas. Este está ligado? Ou será que é com o microfone dele? Era com o dele, né? Excusez-moi, vous pouvez à vous la parole, oui? Non, on n'écoute pas. Excusez-moi. Já começou a falar. Eu acho que era melhor ele sair e entrar de novo, porque nós não estamos ouvindo. Il faut que vous sortez et entrez encore une fois, s'il vous plaît. Oui, merci. A ver se me entende. Se calhar não está a perceber nada, não é? Não, acho que não entendo isso. Acho que ele tem que sair e entrar de novo. Não É. sei também. Agora ficou congelado. Está congelado. Não está? Está. Não se mexe? Está. Não sei Saiu quem... hoje. pronto, ok. Ele saiu hoje. Acontece, é em direto, não é? Tudo em direto acontece. Je pense maintenant vont... Ah, non, on n'écoute pas. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Isto está ligado, não é? Je ne peux pas vous écouter, excusez-moi.
que là, vous m'entendez là? C'est bon? Maintenant, c'est bon. À vous la parole, OK? Merci. Très bien, c'est moi. Enfin, très bien. Ah, excusez-moi, Voilà. Oui, avant initier, il est seulement 10 minutes, OK? d'accord, très bien. Vous avez 10 minutes. Merci. OK, merci. Très bien, donc avant tout, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque pour cette opportunité d'échange sur des sujets assez importants et d'actualité. Alors, je suis Nour Mohamed Reda, je suis professeur à la faculté de Fès, la faculté de droit et l'université Al-Akhawaïn et président du Centre marocain des études africaines et du développement durable. Ma communication portera sur la nouvelle guerre froide technologique entre les États-Unis et la Chine avec un regard croisé sur le droit international, la géopolitique et la souveraineté numérique. Alors, comme vous le savez, comme petite introduction, depuis 2024, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les États-Unis ont durci leurs sanctions technologiques contre la Chine en ciblant les puces avancées et quelques mécanismes d'intelligence artificielle. Le but de l'administration Donald Trump était de freiner en quelque sorte l'ascension technologique de Pékin au nom de la sécurité et la souveraineté nationale. En réponse, bien évidemment, les Chinois ne sont pas restés les bras croisés. La Chine a accéléré sa quête d'autonomie numérique. Et je vais vous expliquer tout ça plus tard. Donc, aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase de guerre froide technologique, non pas commerciale, mais systémique, normative et géostratégique, comme je l'ai initié dans cette introduction. Mais avant tout ça, je vais vous mettre dans le bain en vous expliquant quelques cadres conceptuels. D'abord, qu'est-ce que la souveraineté numérique? C'est la capacité d'un État à contrôler ses infrastructures numériques, la circulation des données, imposer ses propres règles en matière de cybersécurité, etc. La même chose pour ce qu'on appelle le technico-nationalisme. Cela désigne l'usage stratégique des technologies pour affirmer sa puissance sur la scène internationale. Enfin, l'extraterritorialité du droit ou bien des lois, les juristes le savent, c'est en quelque sorte la faculté pour les États, notamment les États-Unis qui sont très bien réputés en la matière, d'appliquer ces lois au-delà de ces frontières dès lors que les technologies ou bien que des technologies, des serveurs ou entreprises américaines sont impliquées. Alors, quels sont les leviers juridiques qui sont utilisés par les Américains contre les Chinois? Vous le savez, le président Trump a relancé une offensive juridique qui avait commencé dès son premier mandat, mais par la suite, il a repris dès son arrivée au pouvoir en 2024. Donc, il a relancé une offensive juridique d'envergure pour freiner l'essor technologique chinois. Pour cela, il a utilisé, en quelque sorte, j'ai essayé de les résumer, 4 instruments qui structurent cette stratégie. Parmi les instruments les plus utilisés, on trouve d'abord la loi sur la réforme du contrôle des exportations et la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale. Alors, que stipulent ces lois? Ces lois autorisent le président américain à bloquer l'exportation de technologies sensibles vers des pays jugés hostiles, pas tous les pays, mais les pays jugés hostiles au ennemi. Elles ont été appliquées contre, vous vous rappelez tous, la multinationale Huawei chinoise et aussi contre une autre entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication des semi-conducteurs qu'on appelle SMIC, ainsi que contre des centaines d'autres entreprises chinoises. Par la suite, il y a la fameuse liste des entités restreintes, Entity List, du département du commerce, pas du président, mais du département du commerce, qui comprend depuis 2024 plus de 600 entreprises chinoises. Toute entreprise utilisant des technologies américaines, y compris étrangères, ne peut fournir à ces entités des composantes critiques comme la puce NVIDIA. Vous vous rappelez tous de cette affaire.
Autre levier clé, je peux vous citer plusieurs, vous avez CHIPS Act, vous avez Cloud Act, ainsi que d'autres mécanismes, mais vu que je n'ai que 10 minutes, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Quelle a été la contre-offensive normative chinoise? Les Chinois, pour répondre aux sanctions imposées par les Américains, la Chine a mis en place une stratégie juridique claire pour renforcer son contrôle sur son numérique. Contrairement aux Américains, ils ne reposent pas sur 4 axes, mais plutôt sur 4 lois principales. Alors, la première loi, c'est la loi sur la cybersécurité, qui ne date pas de 2024, vous avez déjà anticipé, mais qui date de 2017, qui oblige à stocker localement les données jugées sensibles et impose des contrôles de sécurité aux entreprises étrangères. La deuxième loi, c'est la loi sur la sécurité des données, qui classe les données selon leur importance et exige une autorisation avant tout transfert vers l'étranger. Bien évidemment, la loi que vous connaissez, vous, en tant que... C'est une loi qui ressemble à une loi que vous connaissez au sein de l'Union européenne. C'est la loi sur la protection des informations personnelles qui s'inspire des règles européennes, mais laisse à l'État la possibilité d'y déroger si l'intérêt national est en jeu. Bien évidemment, à cela s'ajoute des entités, une liste des entités peu fiables, etc. Quels sont les enjeux maintenant géopolitiques de cette guerre froide technologique et géopolitique? Cette guerre froide technologique entre la Chine et les États-Unis ne se limite pas, comme vous pouvez vous en douter, au commerce. Elle bouleverse les équilibres géopolitiques et divise le monde en blocs concurrents. Sur le plan industriel, les restrictions américaines ont poussé la Chine à accélérer son autonomie technologique. Des entreprises comme Huawei ou SMIC que j'ai cité tout à l'heure ont commencé à développer leurs propres solutions, mais souvent en circuit fermé, ce qui fragilise en quelque sorte les chaînes d'approvisionnement mondiales et entraîne la création de ce que les spécialistes appellent un silo technologique, des systèmes numériques fermés et peu compatibles entre eux. Sur le plan militaire, certaines technologies comme les puces électroniques ou l'intelligence artificielle ont un usage à la fois civil et militaire. Les États-Unis imposent des contrôles stricts pour éviter qu'ils ne soient détournés à des fins militaires, mais de l'autre côté, vous avez les Chinois qui appliquent des stratégies de fusion civile-militaire qui visent à intégrer ces avancées technologiques dans une défense nationale. D'un autre côté, le camp occidental, mené par les États-Unis, avec des initiatives comme le Clean Network et CHIPS. De l'autre côté, le camp chinois structuré autour de la route de la soie numérique. Et entre ces deux modèles, nous, les pays du Sud, les pays africains et autres, se retrouvent souvent pris en étau. Ils sont parfois contraints de choisir un camp, ce qui réduit en quelque sorte leur marge de manœuvre et leur autonomie. J'avais pris un exemple pour illustrer cette guerre, celui de Taïwan. Je vais le zapper, peut-être je le laisserai dans l'article que je vais vous envoyer plus tard pour ne pas empiéter sur les 10 minutes qui m'ont été accordées. Maintenant, je vais parler de la régulation possible. Face à cette guerre technologique, une question essentielle se pose. Peut-on encore imaginer une gouvernance mondiale du numérique ou assistons-nous à une régulation dictée par le conflit? Aujourd'hui, les cadres multilatéraux sont dépassés. Je parle aussi bien de l'ONU que de l'OMC. L'OMC, par exemple, peine à traiter les différends liés aux données, aux semi-conducteurs ou à l'intelligence artificielle pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas de règles claires en la matière. Dans ce cadre, deux visions numériques s'affrontent. D'un côté, les États-Unis qui misent sur des alliances entre pays que eux appellent technico-démocratiques, comme le Conseil de commerce et de la technologie, etc. De l'autre, la Chine qui propose un modèle centré sur la souveraineté numérique. Et bien évidemment, entre ces deux pôles, certaines initiatives régionales ont commencé à émerger, que ce soit au sein de l'Union européenne ou bien au sein du continent africain avec la Convention de Malabo, mais pour l'instant, il n'existe pas de régulation mondiale claire et partagée. Donc, pour conclure, pour ne pas être un peu lourd,
Donc, en conclusion, retenons que cette rivalité entre la Chine et les États-Unis ne se limite plus aux échanges commerciaux, comme je vous l'ai dit. Elle s'est déplacée sur un autre terrain, celui des normes, du droit, des données et des infrastructures technologiques. Cette guerre technologique redéfinit même la notion même de la souveraineté. Ce ne sont plus les frontières physiques qui comptent, mais les frontières numériques, celles des algorithmes, celles des câbles, des serveurs et autres. Et dans ce nouveau paysage, malheureusement, le monde se fragmente. Les écosystèmes se referment, les règles divergent et chaque bloc tente d'imposer ses propres visions du numérique. Mais n'oublions pas, l'histoire n'est pas figée. Des puissances intermédiaires comme l'Union européenne ou le Japon ou même l'Union africaine peuvent encore peser. Non pas en choisissant un camp, chinois ou américain, mais en construisant une troisième espèce numérique, un troisième espace numérique, ouvert, équilibré et fondé sur des principes partagés. Car aujourd'hui, comme on le dit de plus en plus, la souveraineté ne se mesure plus en kilomètres carrés, mais en kilo-octets. Et pour reprendre, mais en l'adaptant, une fameuse et célèbre phrase de Winston Churchill, les empires du futur seront les empires de l'esprit, et moi je rajouterai de l'esprit, mais aussi du numérique. Voilà, c'était tout. Je tiens pour conclure à adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de ce colloque pour m'avoir offert cette précieuse parenthèse de réflexion partagée. Et j'espère, comme il l'a dit mon cher ami Hanoun, que la prochaine rencontre sera en présentiel et non pas à distance. Je vous remercie. Merci à vous, docteur, et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Bueno, antes de nada, no sé si hay alguna cuestión o los distintos pesquisadores. Mais nada, obrigado a todos os asistentes. Eu queria dizer, antes de fechar este painel, mais que agradecer, felicitar e cumprimentar os organizadores deste evento, esta jornada, o profesor Fabio e Maia, muito bom detrás destes congresos, nada máis, obrigado pelos asistentes e vou dar a palavra. Nada, já disse tudo, acho que já disse tudo, doutor Inácio. Nós não podemos deixar de agradecer de facto ao convite do Iberojur, que tem sempre eventos excepcionais, na figura do seu presidente, o Dr. Fábio Beira, e a restante organização. É sempre um prazer participar e espero que tenham gostado do nosso francês, que foi excepcional, de facto. Foi um francês excepcional e acho que devemos participar num próximo congresso ou seminário em França, quem sabe, Dr. Fábio, não é? Pronto, já estamos aptos, pelo menos em termos de língua. Nada mais, passamos ao próximo painel então, que é online, não queremos perder mais tempo, agradecemos o convite e boa tarde a todos. Muito obrigado. A gente vai fechar a gravação. Só para nós, do presencial, dentro. Mas eu deixo isso aqui para fechar a gravação. Pode sentar lá e agradecer, reiterar as palavras dos professores Nath e do professor Luísa, e dizer que o evento continua online para os que estão em casa, quiserem ficar aqui nos links, assim que tem os nossos professores de moderação, no horário 6 da tarde. Claro que você não pode, então,
Que horas, né? Ou seja, em 5 minutos começa o outro painel. Vocês podem ficar nesse painel como nas outras salas. Quem recebeu o programa, quem está em casa, né, nós vamos fechar, nós vamos para o jantar. Vocês estão